Il est 7h42 et nous accueillons ce matin David Diop. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous publiez en cette rentrée littéraire votre troisième roman, La porte du voyage sans retour, au Seuil, qui figure sur la première sélection du Goncourt qui a été dévoilée hier. Votre premier roman, David Diop, c'était en 2012, 1889, l'attraction universelle. Le deuxième en 2018, Frères d'âme, qui a reçu cette année-là le prix Goncourt des lycéens, mais aussi le prix Kuruma, qui distingue chaque année un ouvrage de fiction ou un essai consacré à l'Afrique noire. Et en juin dernier, l'International Booker Prize, nous en reparlerons. Vous êtes aussi, David Diop, maître de conférences en littérature du XVIIIe siècle à l'Université de Pau, responsable du groupe de recherche sur les représentations européennes de l'Afrique et des Africains au XVIIe et XVIIIe siècle. Et si je le mentionne d'emblée, c'est que ça n'est pas sans rapport, je crois, avec ce troisième roman, La porte du voyage sans retour, construit, écrit autour de la figure de Michel Adanson. Qui était Michel Adanson, David Diop ? Alors, Michel Adanson était un jeune homme de 23 ans qui aspirait à devenir académicien de l'Académie royale des sciences de Paris, et donc qui s'est vu un peu commander un voyage hors des frontières habituelles, hors des lieux habituels où allaient les botanistes, parce qu'il était botaniste, et il s'agissait pour lui d'aller dans des terres inconnues pour herboriser, pour décrire la faune et la flore. Et il a été envoyé par les frères Jussieu, qui étaient ses maîtres au Jardin du Roi. Et voilà, c'est comme ça qu'il est parti très jeune au Sénégal. Qu'il est parti au Sénégal. Parce qu'alors donc, ce Michel Adanson, que les botanistes connaissent, mais que le grand public, je crois qu'on peut le dire, ne connaît pas forcément, a bel et bien existé. Donc il avait un projet fou qui était de publier à lui seul une encyclopédie universelle, un possible projet. Il a néanmoins rédigé plus de 400 articles pour le supplément à l'encyclopédie. Son herbier extrêmement riche est conservé au Muséum d'histoire naturelle. Et puis il y a cette histoire naturelle du Sénégal, publiée en 1757, au retour donc de ce long voyage au Sénégal dont vous parliez. Il y reste plus de 4 ans. C'est ce voyage qui est au cœur de votre roman. Mais c'est d'abord, je crois, dans des travaux universitaires que vous l'avez découvert, rencontré, ce Michel Adanson. De quelle manière ? Comment êtes-vous arrivé jusqu'à lui, David Diop ? Alors, il y a une quinzaine d'années, je me suis intéressé à ce voyage au Sénégal. Le titre, à lui seul, m'intéressait, puisque j'ai une origine sénégalaise. Votre père est sénégalais, vous êtes né à Paris, puis vous avez grandi au Sénégal et vous êtes revenu en France pour vos études supérieures. Voilà. Et donc j'ai eu la surprise de lire un livre qui m'a passionné, parce que Michel Adanson a porté un regard qui me semblait extrêmement original en 1750 sur le Sénégal et au-delà sur les Africains. Et à partir de ce moment, j'ai essayé de comprendre ce qu'il faisait, où il allait. Donc ça a été l'objet de travaux de recherche. Mais il y a 2 ou 3 ans, un jeune doctorant qui s'appelle Ousmane Seydi, sénégalais, et qui faisait sa thèse à l'université de Bâle, est venu me voir. Et il m'a dit, écoutez, monsieur Diop, ce que vous avez dit sur Michel Adanson, c'est bien, mais c'est pas tout à fait la vérité. Je vais vous expliquer pourquoi. Et lui, comme vous l'avez dit dans votre introduction, il est allé au Muséum d'histoire naturelle de Paris et il a travaillé sur les brouillons de Michel Adanson. Alors vous avez parlé de son herbier, mais il y a aussi un dictionnaire français-wolof dans ses papiers, qui est en fait non seulement un dictionnaire, mais aussi un ensemble de petits brouillons, de petits comptes rendus qu'il a fait, des conversations qu'il avait eues avec des Wolofs, et qui sont extrêmement intéressants parce qu'il parlait le Wolof, Michel Adanson. Et c'est là la singularité, l'originalité de son regard, précisément, dont vous parliez. C'est-à-dire qu'il a fait ce premier pas vers l'autre, fondamental, qui est d'apprendre la langue. Mais c'était un premier pas intéressé, c'est-à-dire qu'il avait compris qu'il y avait parmi les gens qu'il rencontrait des personnes qui connaissaient la vertu des plantes et d'autres pas. Et les truchements, les traducteurs habituels, étaient incapables de lui expliquer ou d'expliquer clairement ce que lui voulait savoir sur ces plantes. Et c'est pour ça, en partie, qu'il a pris la décision d'apprendre le Wolof pour, comme il le dit, se répandre tout seul dans le Sénégal.
Alors nous allons revenir sur la langue, sur l'importance de la langue, mais pour aussi comprendre ce que vous restituez. Alors évidemment, c'est un roman et nous allons parler de la part de fiction, bien sûr, mais pour citer un extrait du livre, voilà, donc dans votre livre, Michel Adanson raconte en fait son voyage au Sénégal à sa fille. Il lui écrit sur des carnets qui lui sont destinés après sa mort à lui. Et voici comment il commence. J'ai quitté Paris pour l'île de Saint-Louis du Sénégal à l'âge de 23 ans. Comme d'autres en poésie ou d'autres encore dans les finances ou la politique, je voulais me faire un nom dans la science botanique. Mais pour une raison que je ne soupçonnais pas, malgré son évidence, il ne s'est pas passé ce que j'avais prévu. J'ai fait ce voyage au Sénégal pour découvrir des plantes et j'y ai rencontré des hommes. Vous dites, David Diop, que Michel Adanson était un ethnologue avant l'heure. Oui, bon, alors, c'était un historien de la nature. Donc, c'était vraiment un botaniste, mais il avait beaucoup de cordes à son arc. Et l'histoire naturelle s'intéressait non seulement à la description des plantes et de la flore, mais aussi des sociétés. Voilà. Et cette description-là, elle est originale parce que il a fait l'épreuve de son corps pour décrire en fait une société qui était d'une grande altérité. Il a goûté aux différents plats, il a expérimenté même le henné sur ses mains, pensant que ça pourrait intéresser les coquettes de Paris, comme il disait. Et donc, on a quand même quelqu'un qui vraiment s'investit dans ses recherches, dans la découverte de l'altérité, parce qu'il a une formation de savant empirique. Il faut tester, il faut prouver, il faut éprouver. Et ça, c'est ce qui m'a vraiment fasciné chez Michel Adanson. Alors, peut-être faut-il préciser, David Diop, où en est-on dans l'histoire du Sénégal en 1749, lorsque Michel Adanson commence son voyage là-bas? Où en est-on de l'histoire de ce pays? Nous sommes dans une période précoloniale, c'est ça? Oui. Il faut savoir que des royaumes se disputent, sont en guerre. Il y a le royaume du Waalo au nord, vous avez le royaume du Cayor, le royaume du Jolof, et ces royaumes sont en conflit. Et contrairement à ce qu'on pense, au XVIIIe siècle, la France et les Européens ont des positions, mais on n'est pas encore dans un système colonial tel qu'on va le connaître au XIXe siècle, avec un accès dans l'intérieur des terres. Là, il y a une négociation avec les royaumes. Et c'est pour ça que Michel Adanson, et ça je l'ai retrouvé dans ses papiers grâce à Ousmane Seydi, il a besoin d'un passeport. Et ce passeport, c'est Ndiak, ce jeune homme qui l'accompagne et dont on peut lire le nom dans les papiers d'Adanson, même s'il ne le cite pas dans son véritable récit de voyage. Donc c'est effectivement une période précoloniale, c'est du commerce en fait, c'est du commerce et ça se passe sur la côte exclusivement, c'est ce que vous avez dit. Et le titre de votre roman, La porte du voyage sans retour, c'est David Diop, la manière dont est surnommée, appelée l'île de Gorée. Oui, notamment un endroit qui se trouve être au rez-de-chaussée d'une maison qu'on appelle la maison des esclaves, où il y a une porte qui se découpe sur l'océan Atlantique, qui paraît-il auparavant était prolongée par un ponton. Et cette porte, c'était la porte que passaient les esclaves qui partaient aux Amériques. Donc c'est une porte d'un voyage sans retour. Et puis aussi, je tenais à ce titre parce que j'ai entendu le conservateur de la Maison des Esclaves quand j'étais jeune, qui s'appelait Joseph Ndiaye, dire que c'était la porte du voyage sans retour. Ça m'a vraiment impressionné et je l'ai associé au mythe d'Orphée et d'Eurydice. Voilà, que l'on retrouve au tout début en exergue et à la fin du roman, mais nous ne dévoilerons pas trop cette partie-là pour les lecteurs. Pour revenir à Michel Adanson, donc, il apprend le Wolof, il y a l'importance effectivement de cette langue et ça commence tout simplement, en fait, dans le roman. Il dit, vous lui faites dire en tout cas, j'ai pris conscience de nos différentes visions du monde sans pour autant y trouver manière à les mépriser. S'il avait voulu se donner la peine de connaître véritablement les Africains, plus d'un voyageur européen en Afrique aurait dû faire comme moi. J'ai tout simplement appris une de leurs langues. Et dès que j'ai su assez le Wolof pour le comprendre sans hésitation, j'ai eu le sentiment de découvrir peu à peu un paysage magnifique qui, grossièrement reproduit par le mauvais peintre d'un décor de théâtre, aurait été habilement substitué à l'original. Vous dites finalement,
s'est intéressé, quand il apprend le Wolof, il a un savoir empirique, en même temps il n'a que 23 ans. Alors justement, quelle est la singularité tout de même de cette démarche? Est-ce que finalement, là il a l'air de dire, ou en tout cas vous lui faites dire tout de même, qu'il est un peu le seul à faire ça, d'apprendre cette langue? Est-ce que c'est une réalité ou pas? Alors, c'est pas tout à fait exact. Il y a beaucoup de voyageurs, notamment les missionnaires, qui apprennent les langues locales, pas simplement en Afrique, mais en Amérique du Nord, pour évangéliser, pour expliquer Dieu ou véhiculer la bonne parole. Mais là, ce qui est original avec Michel Adanson, c'est que dans les papiers dont je vous ai parlé, trouvés au Muséum d'histoire naturelle, il y a un goût pour la langue qui m'est apparu très fort, parce qu'il ne se contente pas de faire des versions, de traduire du Wolof en français, mais il fait du thème. C'est-à-dire qu'il traduit même un poète italien du XVIIIe siècle, Métastase, il le traduit en Wolof. Pourquoi? Parce qu'il dit que le Wolof est une langue qui est belle. Et quand il donne le nom de certaines plantes, contrairement à la traduction de l'Académie royale de sciences, il ne le fait pas toujours en latin, mais il le fait en Wolof. C'est-à-dire qu'il y a des plantes dont il reprend les noms qui sont donnés par les gens qui les connaissent, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et ça, c'est une démarche qui m'a fasciné, parce qu'il y a un goût pour la langue qui est très étonnant à cette époque-là. Et donc la langue, c'est, on l'a dit, le premier pas vers l'autre, et c'est aussi de là que peut changer le regard. En tout cas, tel que vous l'écrivez dans votre roman, c'est comme ça que ça commence pour Michel Adanson, et y compris vis-à-vis de l'esclavage. À un moment, vous lui faites dire, la religion catholique dont j'ai failli devenir un serviteur enseigne que les nègres sont naturellement esclaves. Toutefois, si les nègres sont esclaves, je sais parfaitement qu'ils ne le sont pas par décret divin, mais bien parce qu'il convient de le penser pour continuer de les vendre sans remords. Alors, vous dites souvent, David Diop, que vos romans ne sont pas politiques. Néanmoins, le regard qu'il y a à travers Michel Adanson sur ce roman, sur l'esclavage, qui n'est pas un roman sur l'esclavage, mais c'est une toile de fond. Dans quelle mesure est-il politique? Parce que finalement, Michel Adanson, a-t-on l'impression, comprend que cela n'est pas normal, n'est pas digne, est en contradiction aussi avec une forme d'idéal des Lumières, et pour autant, quand il revient en France, il ne va pas du tout être en lutte contre l'esclavage. Il va même écrire une notice en vantant les mérites. C'est parce que j'ai voulu, et c'est ce qui me paraît extraordinaire avec la fiction, montrer et envoyer un personnage à toute sa complexité. Ça aurait été plus simple, en effet, d'en faire une sorte de chevalier blanc, si j'ose dire, qui aurait sabré l'esclavage et qui aurait été cohérent de ce point de vue tout au long de sa vie. Mais ce que j'ai voulu retranscrire, c'est un contexte, un régime de juridiction, comme dit Foucault, dans lequel l'esclavage et la traite étaient normaux, en fait. Et donc, le personnage, je voulais qu'il soit aux prises avec cette difficulté-là. Et ça, j'en ai eu des indices dans son récit de voyage publié, parce qu'au bout d'un moment, il dit, contrairement à ce qu'on m'a dit et ce que j'ai lu, contrairement à ce que avance sa bibliothèque de voyageurs, avant qu'il fasse son voyage, lui, au Sénégal, eh bien, les nègres ne sont ni sauvages ni incultes. Et ça, il l'écrit. Mais en même temps, il peut écrire une phrase où il dit « Avec un peu d'études, les nègres deviendraient d'excellents astronomes ». Donc, à la fois, vous avez un étonnement devant une capacité à connaître les constellations, mais en même temps, vous avez un préjugé qui est formulé dans la phrase. Donc, vous voyez, c'est cette ambiguïté-là que j'ai voulu cultiver en, finalement, la reversant sur son point de vue sur l'esclavage. C'est ça, et vous dites que la littérature peut restituer finalement la complexité, et c'est bien ce qu'on lit ici. Je parlais de paradoxe ou de contradiction des Lumières que finalement ce Michel Adanson, tel qu'il est dans votre roman, incarne d'une certaine manière. C'est aussi, ça passe aussi par ce rapport à l'autre qui est aussi un rapport au vivant, comme on dit aujourd'hui. Michel Adanson donc est botaniste, et c'est donc, vous l'avez dit au début, un rapport à la nature qu'il découvre, y compris à travers des croyances qui ne sont pas les siennes, mais qui, une fois encore, l'invitent à modifier son regard. Oui, alors ce qui m'a frappé dans son récit de voyage, c'est qu'il évolue.
Il dit par exemple au début qu'il n'aime pas le couscous de requin. Il évolue, il arrive, il finit par dire que ça lui plaît. Pour plus sérieusement, il parle des promenades. Les Français du XVIIIe siècle adoraient les jardins, les promenades, et il se plaint qu'il n'y ait pas de promenade sur l'île de Saint-Louis. Et à la fin de son récit de voyage, il dit « Mais après tout, pourquoi ? Pourquoi une promenade ? La nature est généreuse, elle est belle, pourquoi essayer de la retravailler ?» Donc vous avez en fait une évolution du regard que j'ai souhaité suggérer aussi dans mon roman, dans la fiction. Et ça, c'est une transmission à sa fille qui souhaite finalement, dans le fond, initier à cette possibilité d'évolution. Et nous parlerons de transmission tout à l'heure, effectivement, parce que c'est fondamental. Sur ce rapport à la nature aussi, voilà, il y a un moment où il dit qu'il explique que au début de ses croyances, voilà, le perturbaient, que finalement, à présent que je suis devenu vieux, je vois dans ces croyances un des merveilleux subterfuges trouvés par certaines nations du monde pour limiter le pillage de la nature par les hommes. Malgré mon cartésianisme, ma foi dans la toute-puissance de la raison telle que les philosophes dont j'ai partagé les idéaux l'ont célébré, il me plaît d'imaginer que des femmes et des hommes sur cette terre sachent parler aux arbres et leur demandent pardon avant de les abattre. Ça sonne très contemporain, David Diop. Oui, mais vous avez en effet des sociétés qui sont très contemporaines depuis des siècles. Voilà. Vous avez des sociétés traditionnelles où on demande aux arbres la possibilité de les abattre. Et il se trouve qu'il y a des gens au Sénégal qui sont des boisseliers, des gens qui travaillent le bois, qu'on appelle des laobés, et qui ont des rites pour se concilier la nature. Michel Adanson, il essaie de percer les mystères de la nature, et Maram, la jeune femme dont il tombe amoureux, eh bien, essaye, elle, de se concilier la nature. Parce que c'est aussi ce roman, une histoire d'amour sur laquelle nous resterons discrets, encore une fois, pour préserver le plaisir des lecteurs, mais c'est évidemment central, et peut-être aussi que la rencontre à l'autre, c'est l'amour, c'est l'autre ultime, finalement. En tout cas, dans votre roman, c'est sans doute ça, David Diop. La porte du voyage sans retour, donc publié au Seuil, votre 3e roman. Vous restez avec nous pour la suite des matins. Nous vous retrouvons dans une vingtaine de minutes après le billet politique de Frédéric Saïs. Et d'abord le journal, puisqu'il est 8h. Il est 8h20 et nous retrouvons notre invité David Diop qui publie en cette rentrée littéraire La porte du voyage sans retour au Seuil, votre 3e roman. David Diop, après 1889, l'attraction universelle en 2012, Frères d'âme en 2018. Vous êtes aussi David Diop, maître de conférences en littérature du XVIIIe siècle à l'université de Pau, responsable du groupe de recherche sur les représentations européennes de l'Afrique et des Africains au XVIIe et XVIIIe siècle. Nous avons parlé entre 7h40 et 8h de ce 3e roman construit autour du personnage de Michel Adanson, naturaliste français qui a bel et bien existé au XVIIIe siècle, parti à 23 ans au Sénégal où il restera 4 ans pour découvrir des plantes et des hommes, comme il le dit dans votre roman. Nous avons parlé de ce rapport à la langue, qui est la porte d'accès à l'autre, à la compréhension de l'autre. Michel Adanson apprend le Wolof dans le récit que lui-même fait à sa fille via les carnets qu'il lui laisse. Michel Adanson écrit dans votre roman « Les monuments historiques des nègres du Sénégal se trouvent dans leurs récits, leurs bons mots, leurs contes, transmis d'une génération à l'autre par leurs historiens chanteurs, les griots. Les paroles des griots, qui peuvent être aussi ciselées que les plus belles pierres de nos palais, sont leurs monuments d'éternité monarchique. » Avec et au-delà de la langue, David Diop, il y a aussi la question du récit, de la transmission. Et là, c'est presque une matérialité de la langue, ce que vous expliquez. Elle construit réellement. Oui, à tel point que Michel Adanson, quand il doit repasser au français, après avoir parlé wolof pendant quelques semaines, et trouve qu'il est étranger à sa propre langue, parce qu'il a perdu le rythme du français. Et c'est ce qui le place, croit-il, dans une position d'infériorité par rapport à la personne qu'il rencontre. Et la langue, oui, j'ai voulu en faire un personnage à part entière du roman. J'ai voulu qu'elle soit le lien entre des personnages qui étaient extrêmement étrangers l'un à l'autre,
et que finalement l'amour de la langue soit aussi peut-être un reflet de l'amour tout court que Michel Adanson va porter à Maram. Et la langue qui est donc vecteur de transmission, que ce soit effectivement une tradition orale, comme là ce que vous expliquez avec les griots, que ce soit de l'écrit, avec les carnets que Michel Adanson adresse à sa fille. C'est toutes ces formes aussi de transmission que vous explorez. Oui, j'ai pensé que la transmission de ces carnets secrets, qui racontent un voyage secret de Michel Adanson qu'il adresse à sa fille, devait être cachée. C'est-à-dire que j'ai pensé que pour mériter de les lire, il fallait que Aglaé, la fille de Michel Adanson, fasse une démarche, se souvienne des bons moments qui étaient rares avec son père. Donc il y a une démarche affective. Et ces carnets secrets, c'est à dessein que j'ai souhaité qu'ils soient cachés dans un tiroir à double fond, un peu comme finalement ces pans de notre histoire qui sont cachés dans des tiroirs et qu'on ouvre ou qu'on n'ouvre pas. Et bien sûr, alors les cahiers secrets de Michel Adanson, c'est le sous-titre du roman. Mais précisément, David Diop, vous travaillez à partir de l'histoire, c'est le cas ici. C'était le cas, bien sûr, avec Frères d'Âme, avec les tirailleurs sénégalais pendant la Première Guerre mondiale. C'était le cas aussi avec votre premier roman, 1889, L'Attraction universelle, qui suivait une délégation sénégalaise venue visiter l'exposition universelle de Paris. Et finalement, vous vous glissez dans les parts manquantes quelque part. C'est un peu ce que vous venez de dire, finalement. Il y a l'histoire et vous vous mettez dans l'histoire, dans les parties cachées. Et c'est là que vous mettez de la fiction, et c'est là que vous utilisez la fiction, mais aussi pour mieux faire ressortir cette histoire, non ? Oui, je me construis des cadres historiques où je vais chercher des détails d'un décor historique parce que je veux placer mes personnages dans des situations qui ont été très complexes. Et il se trouve que, évidemment, le lecteur actualise ces situations et ensuite en tire peut-être des conséquences sur sa représentation de l'histoire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est finalement de trouver ces points de rencontre entre mes deux sensibilités culturelles. Et donc, entre deux sociétés, comme celle du Sénégal et celle de la France, il y a eu des rencontres plus ou moins douces, plus ou moins violentes. Et ce qui m'intéresse, moi, pour l'instant en tout cas, dans mon travail d'écriture, c'est de concilier, en fait, ces deux sensibilités culturelles. Ces deux sensibilités, d'ailleurs, c'est intéressant que vous employiez ce mot de sensibilité et sensibilité culturelle et pas culture, peut-être, deux sensibilités qui, vous le dites régulièrement, chez vous ne sont pas quelque chose du déchirement. C'est précisément une rencontre, et la rencontre est au cœur de ce roman. Oui, je ne peux parler que de mon histoire personnelle. Mes rapports avec mes deux familles, autant en France qu'au Sénégal, sont sous le signe de l'affection, de la gentillesse, de la tendresse. Donc, il n'y a pas de conflit, en fait. Il n'y a pas de réconciliation. Et chez moi, en tout cas, il y a une volonté de concilier et de traduire, finalement, ou de rendre cette affection aux deux pays. Et alors que vous permet finalement la fiction que ne permet pas l'histoire et que permet peut-être les deux en même temps, ce que vous faites ? L'histoire, ou en tout cas la vision peut-être un peu sommaire qu'on peut en avoir, elle réfléchit sur des grands ensembles. Elle réfléchit sur la traite. Moi, ce qui m'intéresse dans la littérature, c'est de partir des individus que j'invente et pour les plonger dans l'histoire et montrer que finalement, ils ont des singularités très fortes, qu'on peut les imaginer et que c'est une façon de surmonter les préjugés que de montrer en fait l'intériorité, l'intimité de ces personnages avec l'histoire. Dans le roman, il est question à un moment de mots remèdes, mais aussi plus loin des paroles qui guérissent et d'autres qui peuvent tuer à petit feu. Nous l'avons entendu dans les différents extraits que j'ai pu lire. Il y a un mot qui est de toutes les pages dans votre roman, David Diop, c'est le mot nègre. Ce mot tellement chargé, ce mot que l'on ne prononce plus. Quel sens et quelle charge a-t-il dans la bouche de ce savant du 18e que vous faites parler dans votre roman ? Alors, c'est un mot qui, pour Michel Adanson, désigne les Noirs.
il n'est pas porteur de cette charge d'infamie qu'on lui connaît et qui est née justement déjà naissait au XVIIIe siècle, puisque le noir était associé à l'esclavage et le mot nègre a été associé à l'esclavage. Donc moi j'ai souhaité que par fidélité finalement au personnage que je mettais en scène, conserver le mot nègre dans cette acception neutre qu'il avait pour Michel Adanson, sans penser en effet à tout ce qui a été ensuite ce travail de gens comme Aimé Césaire ou Senghor, hein, de nettoyage ou de réappropriation du mot nègre après qu'il a été chargé de beaucoup de violence et d'infamie et de mépris. Et en même temps, ce qui est étonnant, ce qui fait que malgré tout, on le remarque, ce mot, quand on lit votre roman, c'est déjà qu'on n'est plus habitué à le lire. Et c'est aussi que ce Michel Adanson a beau être un naturaliste du XVIIIe, il nous paraît, par certains aspects, très actuel, on l'a dit tout à l'heure. Et si bien que parfois, c'est ce mot nègre qui nous rappelle, en fait, que nous sommes là au XVIIIe. Il dit à un moment, d'ailleurs, à propos des mots et de ce mot nègre, il dit à un moment, Michel Adanson, qu'à force de parler wolof après 3 ans au Sénégal, il lui semble qu'il devient nègre lui-même. Oui, là, il se trouve que Michel Adanson s'imprègne à la fois de la langue, mais de l'horizon culturel qui va avec chaque langue. Et à tel point qu'il ne sait plus qui il est. Il est entre 2 sociétés et son amour lui fait oublier qu'il est hôte étranger, en fait. Ça, c'est vraiment le Michel Adanson du roman, hein, oui. Qui écrit ça. Il a fini par se sentir nègre. Oui, c'est tout à fait ça. Et le vrai Michel Adanson, évidemment, avait un sentiment de supériorité très clair, et il faut le préciser. Mais celui que j'invente est à la croisée de sociétés un peu comme moi. Dans le roman, donc, Michel Adanson raconte à sa fille, via des carnets, son voyage au Sénégal, la partie cachée de son voyage, celle qu'il n'a pas racontée dans l'histoire naturelle du Sénégal, qu'il a réellement publiée en 1757. C'est la part manquante, donc, comme nous disions tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des récits dans le récit. Michel Adanson restitue le récit qui lui fait une femme qu'il rencontre. Il retranscrit ce récit tout en mettant en garde sur le fait que sans doute il le transforme. Plus j'écris, plus je deviens écrivain. S'il m'arrive d'imaginer ce qu'il est arrivé quand j'ai oublié ce qu'elle m'a dit précisément, ce n'est pas pour autant un mensonge, car il me semble juste de penser désormais que seule la fiction, le roman d'une vie, peut donner un véritable aperçu de sa réalité profonde, de sa complexité, éclairant ses opacités, en grande partie indiscernables par la personne même qui l'a vécue. Et là, David Diop, évidemment, c'est l'écrivain aussi qui parle. Oui, je me suis un peu amusé à me projeter en Michel Adanson. C'est vrai que plus il écrit, plus il devient écrivain, plus sa mémoire peut-être transforme la vie de la personne qu'il rencontre, Maram, en un chemin cohérent. Mais c'est le récit en fait qui lui permet de transformer peut-être l'absurdité du monde et d'essayer de lui trouver un sens. Et c'est un peu ce qu'ont fait tous les écrivains, c'est finalement recentrer les personnages autour d'une idée, autour d'une sensibilité. Et plutôt aussi, Michel Adanson explique que s'il modifie sans doute le récit que lui fait cette femme, Maram, c'est également à cause de la traduction, parce qu'elle lui parle en wolof et que lui écrit à sa fille en français. Et ça nous amène à parler de traduction avec vous, David Diop. Avec vous parce qu'avant La Porte du Voyage sans retour, il y a donc eu Frères d'âme en 2018, récit d'un jeune tirailleur sénégalais, Alphane Diaye, qui perd son ami d'enfance, son plus que frère. Sur le champ de bataille, c'est l'enfer de la Grande Guerre qui permet l'impensable. Frères d'âme qui a reçu le prix Goncourt des lycéens, le prix Kuruma et donc l'International Book of Prize. C'était en juin dernier, un prix qui récompense chaque année un roman traduit en anglais. Vous partagez ce prix, David Diop, avec votre traductrice vers l'anglais, la traductrice et poétesse Anna Moskovakis. Et c'est intéressant parce que ce récit, cette histoire de France et de Sénégal, voir qu'avec un tel travail de la langue, il est passé finalement avec autant de réussite ce pont de la traduction. Qu'est-ce que cela dit, d'après vous, David Diop, de la littérature et de la traduction ?
Je dirais que ça dit d'abord le talent de la traductrice. En l'occurrence. Oui, Anna Moskovaki, c'est donc, vous l'avez dit, une écrivaine américaine et une poétesse. Et j'ai tout de suite compris qu'elle avait bien, entre guillemets, traduit le texte parce qu'elle avait réussi à retrouver en anglais le rythme que j'avais imprimé au français pour suggérer à l'époque au lecteur que mon personnage ne pensait pas en français, mais pensait dans une langue africaine. Et donc, j'avais travaillé le rythme du français pour que le lecteur se rende compte qu'il était hanté par un horizon culturel différent. Et c'est ça qu'elle a réussi. Elle a réussi à le faire parfaitement. Je l'ai entendu aux lectures qui ont pu être faites du texte en anglais, et c'était pour moi assez extraordinaire. Et le titre de Frères d'âme en anglais, donc c'est At Night All Blood is Black, la nuit tous les sangs sont noirs, et ça aussi c'est un très beau titre, et c'est un titre qui convient très bien au roman, bien sûr. Oui, c'est merci, parce que c'est une citation en fait du texte en français, et que l'éditeur américain a choisi en fait comme titre. Mais c'était un titre auquel j'avais pensé avec mes éditeurs aux éditions du Seuil, Frédéric Morat et Adrien Bosc. On avait pensé à ce titre en français, et en anglais, ça me va parfaitement. Alors justement, il y a eu, David Diop, il y a quelques mois, de grands débats autour de la traduction, de qui peut traduire quoi, avec le cas de la poétesse Amanda Gorman, qui s'est fait connaître au monde entier lors de l'investiture de Joe Biden, avec dans certains pays la question qui s'est posée, faut-il que la personne qui traduit cette poétesse noire soit noire? Que pensez-vous de ces controverses, à la fois en tant qu'écrivain, mais aussi en tant qu'enseignant, chercheur, maître de conférences en littérature? Alors, je vais être très clair. Ces questions d'appropriation culturelle me paraissent absolument aberrantes. Et je vais reprendre en fait ce que m'a dit la traductrice de Frères d'âme, Anna Moskovakis, qui est enseignante en traduction. Elle dit qu'en effet, il y a peut-être un problème sociologique qui fait que des traducteurs d'origine africaine sont finalement inexistants ou sous-employés. Et que ça, c'est une chose, mais qu'à côté de cela, la littérature ne doit pas créer des frontières. La traduction ne doit pas être réservée à des gens qui sont supposés avoir le même horizon culturel que ceux qui ont écrit. Quand Anna Moskovakis avait une question à me poser sur des données culturelles comme la parenté à plaisanterie, elle me les posait, ces questions, je lui répondais, et elle est tout à fait arrivée à traduire ces notions-là qui ne relèvent ni de la culture américaine ni de la culture française. Donc ces questions-là me semble étouffante en fait. Et finalement, j'espère qu'on va passer à d'autres questions moins polémiques. Alors justement, il y a cette traduction donc en anglais qui vous a donc valu cette International Booker Prize, mais au-delà de l'anglais, Frères d'âme a été traduit dans 16 pays. Il vous a beaucoup fait voyager, David Diop, c'était avant le Covid, mais vous avez voyagé dans le monde entier avec ce livre, et que vous ont appris les rencontres que vous avez pu avoir avec justement des lecteurs de pays, d'histoires différentes. Oui, c'est assez étonnant puisque ces lecteurs m'ont renvoyé au texte parce qu'ils ajoutaient des couches de sens peut-être auxquelles je n'avais pas pensé, et ça me renvoie aussi à la question de l'intentionnalité dans l'écriture, puisque dans des civilisations vraiment aussi éloignées que celles qui ont cours en Chine ou en Slovénie, eh bien j'ai eu des lecteurs qui ont apprécié Frères d'âme. Alors je me suis posé la question de savoir pourquoi. Je pense que c'est à cause ou grâce au flux, à la traduction d'un flux intérieur, d'un flux de conscience intérieure dans lequel le lecteur fait irruption, comme si finalement il avait la capacité d'avoir accès à un lapsus qui courrait sur des centaines de pages. Nous, on est trahis, en fait, cette petite voix intérieure qu'on a est parfois trahie par des lapsus, et là, c'est un roman lapsus, j'ai l'impression. Et ça, c'est universel. Un roman lapsus, alors justement, universel, c'est aussi une question, une notion délicate, évidemment, à manier, mais on peut se poser la question, effectivement, quand un récit comme ça, avec une histoire quand même particulière, traverse les frontières, vous dites, et je le rappelais tout à l'heure, vous dites souvent que vos romans ne sont pas politiques. Vous parlez tout à l'heure d'intentionnalité.
peut-être votre intention n'est pas politique au départ, mais la réception, finalement, ça, vous n'avez pas la main dessus. La réception, la manière dont sont reçus vos romans peut, elle, être politique. Oui, elle peut l'être. À la limite, j'y n'y peux rien, oui, comme voilà, vous l'avez dit. Et ça ne me dérange pas. Simplement, ce que je souhaite, c'est que ce que je peux écrire, cette complexité que j'essaie d'attacher à la façon dont j'intègre des personnages dans des univers qui nous sont étrangers, eh bien, ne me conduisent pas ou ne me condamnent pas à entrer dans des polémiques qui ne m'intéressent pas. Et c'est aussi l'autonomie de l'œuvre, quelque part. Voilà, c'est ça. Alors, nous parlions de la langue. La langue de La Porte du Voyage sans retour est très différente de celle de Frères d'âme. Le mode de récit, bien sûr, est différent. L'époque est différente. Le narrateur est différent. Alors, vous nous avez dit un peu comment vous aviez pensé, finalement, la langue de Frères d'âme. Comment avez-vous travaillé celle de La Porte du Voyage sans retour ? Alors, c'était pour moi indispensable de bien marquer que Michel Adanson était un savant et qu'il était instruit. Mais il était hors de question pour moi de mimer la langue du XVIIIe siècle, l'écriture du XVIIIe siècle qui est quand même assez éloignée de nous. Donc, j'ai pensé qu'il fallait que j'ai un registre de langue assez élevé pour traduire en fait cette capacité de Michel Adanson à observer le monde. Et donc là, j'ai utilisé un français qui était celui qui me paraissait le plus adapté au personnage de Michel Adanson, qui est un savant naturaliste. Et quand je me réfère au texte véritable écrit par Michel Adanson, il écrit extrêmement bien. Et donc voilà, je voulais essayer peut-être de restituer ce plaisir que j'ai eu moi à le lire lorsqu'il écrit son récit de voyage. Alors la langue de Frères d'âme dont nous parlions, dont vous parliez, on peut la lire. Cet été, nous avons pu aussi l'entendre sur France Culture et à Avignon, pour ceux qui étaient, c'était votre cas, David Diop. Pour la lecture qu'on a donnée Omar Sy, nous allons écouter cet enregistrement à Avignon le 10 juillet dernier. C'est toujours sur franceculture.fr. Nous écoutons un extrait, c'est le début. Je sais. J'ai compris. Je n'aurais pas dû. Moi, Alpha Ndiaye, je n'aurais pas dû. Par la vérité de Dieu, maintenant je sais. Mes pensées n'appartiennent qu'à moi. Je peux penser ce que je veux, mais je ne parlerai pas. Tous ceux à qui j'aurais pu dire mes pensées secrètes, tous mes frères d'armes qui seront repartis, défigurés, estropiés, éventrés, n'auront pas su qui je suis vraiment. Les survivants n'en seront rien. Mon vieux père n'en sera rien. Et ma mère, si elle est toujours de ce monde, ne devinera pas. Le poids de la honte ne s'ajoutera pas à celui de ma mort. Ils ne s'imagineront pas ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, jusqu'où la guerre m'a conduit. Par la vérité de Dieu, l'honneur de ma famille sera sauf. L'honneur de façade. Dans le monde d'avant, je n'aurais pas osé. Mais dans le monde d'aujourd'hui, par la vérité de Dieu, je me suis permis l'impensable. Aucune voix ne s'est élevée dans ma tête pour me l'interdire. La voix de mes ancêtres, celle de mes parents, se sont tues quand j'ai pensé faire ce que j'ai fini par faire. Je sais maintenant. Je te jure que j'ai tout compris. Quand j'ai pensé que je pouvais tout penser. C'est venu comme ça, sans s'annoncer. Ça m'est tombé sur la tête, brutalement. Le jour où Madamba Diop est mort.
La lecture de Frères d'âme par Omar Sy, c'était donc à Avignon au mois de juillet avec la musique originale d'Issam Krimi, à réécouter en intégralité sur franceculture.fr. David Diop, vous y étiez. Nous avons parlé ce matin du récit, de la langue, l'écrit, l'oral. Là, pour vous, d'entendre ce texte, votre texte, qu'est-ce que ça vous fait comme écrivain ? Mais pour moi, Frères d'âme, c'est une voix. Et là, elle est incarnée. Oui. Et elle est incarnée par Omar Sy, qui est un acteur formidable et puis qui a une présence sur scène qui est terrible. Donc, c'était un moment de très grande émotion. Et ça donne vraiment à entendre la langue. Effectivement, vous le dites, vous l'avez écrit comme une voix. C'est un récit, vraiment. Donc, effectivement, de l'entendre, c'est encore une autre dimension. C'est aussi ce qu'on disait, finalement. Voilà, une œuvre qui, désormais, voyage sans vous, qui vit sa propre vie, quelque part. Frères d'âme, Omar Sy, cet été, sur France Culture, nous a dit qu'il avait acquis les droits. Frères d'âme va être porté au cinéma. Nous parlions de représentation. Vous travaillez, David Diop, sur les représentations. Alors, il va donc y avoir des images sur ce récit. Comment est-ce que vous appréhendez cela et quel sera votre rôle dans cette histoire, cette adaptation ? Est-ce que vous en aurez un de rôle ? Moi, j'ai souhaité, quand il s'est agi du projet de ce film, simplement d'observer comment ça se fera, par curiosité. Parce que les moyens, les instruments que les cinéastes ont à leur disposition pour traduire des émotions sont absolument différents de ceux, évidemment, que j'ai mis en œuvre pour écrire. Et donc, c'est une grande curiosité. En même temps, l'idée qu'il s'agit, pour moi, de laisser une autre forme d'expression artistique se donner à voir et se donner à entendre. Donc voilà, j'ai une position un peu décalée, mais j'aimerais bien suivre, et je pense que ça sera le cas, la réalisation de ce film. Frères d'âme, c'était donc un jeune Sénégalais dans les tranchées en France. La porte du voyage sans retour, c'est un Français du 18e au Sénégal. C'est une autre forme de voyage, finalement. Vous nous avez dit, David Diop, tout à l'heure, que l'écriture, pour vous, l'écriture de romans, parce que par ailleurs, vous écrivez bien sûr des travaux universitaires, c'était pour vous réunir vos deux sensibilités. Ça aurait pu être une question de tout début, mais ce sera une question de fin. L'écriture de romans, précisément, comment est-elle arrivée pour vous ? Parce que vous êtes né en 66, votre premier roman, c'est 2012. Donc au bout d'un certain temps, comment c'est arrivé ? Par où c'est arrivé ? Alors j'ai toujours eu envie d'écrire, et quand j'étais étudiant, j'ai envoyé une nouvelle à un concours qui avait été ouvert par RFI et j'ai reçu aucune réponse. Oh alors, ils doivent s'en mordre les doigts. C'est très bien, moi je trouve, parce que j'ai appris à vivre avant d'écrire, et donc je suis arrivé, quand j'ai eu le temps de glisser quelques interstices d'écriture dans ma vie, j'ai sauté sur l'occasion. Mais c'est tardif. Et vous glissez donc des interstices. Ce que vous dites, c'est intéressant. Justement, comment on en a parlé au tout début, finalement, de comment ça s'articulait peut-être votre travail d'enseignant-chercheur avec votre travail d'écrivain, comment l'un pouvait enrichir l'autre. En tout cas, vos travaux de recherche ont pu enrichir, par exemple, ce roman-là, le dernier. Est-ce que vous envisagez de continuer à faire les deux ? Je crois que vous tenez à rester enseignant à l'Université de Pau, maître de conférence. Oui, parce que j'ai besoin de justement transmettre et puis surtout partager des joies, des intérêts et des enthousiasmes pour une littérature qui peut paraître un peu ancienne, celle du XVIIIe siècle, mais où il est question de ce qu'on pourrait appeler peut-être pompeusement l'éternel humain. Ces questions qui sont autour de l'amour, de la mort, de l'amitié, et qui me font penser qu'enseigner la littérature, c'est aussi enseigner la vie.
David Diop, merci beaucoup. La porte du voyage sans retour, publié au Seuil, donc en cette rentrée littéraire, et sur la première liste sélection du Goncourt dévoilée hier, et toujours à lire ou à relire. Frères d'âme au Seuil également, mais également en poche chez Point. Merci beaucoup d'être venu sur France Culture. Vous restez avec nous jusqu'à la fin des matins.